Lorsque Martin se réveilla le lendemain, les premières lueurs de l'aube commençaient à chasser la nuit du côté du quartier des Brotteaux. Sitôt la soupe du petit déjeuner avalée, le garçon aida à préparer le métier de son père pour la commande suivante. C'était un métier conçu pour faire du velours. Il était bien plus grand et bien plus compliqué que celui de Martin. Malheureusement, la plus grosse partie du travail devait être exécutée par des ouvriers spécialisés. Et sans le produit de la vente de la pièce volée, M. Poulachon n'avait pas de quoi les payer. « Il faut que je trouve une solution, marmonnait-il. Toute la préparation étant faite, M. Poulachon s'adressa à son fils. « Nous n'avons pas le choix. Il faut que tu ailles chez le père Eustache pour faire réparer ta navette. Dis-lui que je le paierai dès que je pourrai. »« Et s'il refuse ?» demanda Martin avec inquiétude. « Essaye tout ce que tu peux pour le convaincre. J'ai besoin de ton satin pour payer les ouvriers. » Sa navette cassée à la main, Martin quitta la maison. Par les ruelles et les escaliers, il descendit de la Croix-Rouge jusqu'au quai. Là, des dizaines de bateaux allaient et venaient. Des dockers chargeaient ou déchargeaient les embarcations. Par le pont Saint-Vincent, le garçon franchit la Saône et s'enfonça dans la vieille ville. Le père Eustache habitait dans le quartier Saint-Jean, à quelques pas de la cathédrale. Martin y était déjà venu avec son père, mais c'était la première fois qu'il se rendait seul chez l'artisan. Il se demandait comment il allait convaincre le vieil homme de réparer sa navette à crédit. « Bonjour, jeune homme !» fit le père Eustache lorsque Martin poussa la porte. Puis, ayant jeté un coup d'œil au garçon, il ajouta « Tu es le fils Poulachon, pas vrai? Ça fait longtemps que je t'avais pas vu. » Martin avança timidement. « Ma navette ne roule plus, bredouilla-t-il. C'est la roulette qui s'est fendue, expliqua-t-il sans surprise. Si tu me la laisses 2 ou 3 heures, je te répare ça pour pas trop cher. C'est que justement, commença Martin, on a un petit problème. Il expliqua au vieil homme ce qui était arrivé la veille à sa mère. Après un silence, le père Eustache lança. J'ai confiance en ton père, vous me paierez quand vous pourrez. Pendant que l'artisan réparait la navette, c'est donc le cœur léger que Martin alla se promener dans le quartier. Tout allait pour le mieux. La navette en état de marche, il ne lui resterait plus qu'à finir sa pièce de satin. Son père paierait les ouvriers et pourrait assurer la commande suivante. Bref, tout rentrerait dans l'ordre. Mais bientôt, sans que Martin en comprenne immédiatement la raison, ce sentiment de joie disparut. Il fit bientôt place à une sorte d'inquiétude sourde. Plusieurs fois, à des endroits différents, le jeune garçon avait eu l'impression d'être observé. « C'est cette histoire de voleur qui me brouille la tête, pensa-t-il tout d'abord. Mais lorsque pour la 10e fois, il se retourna, il remarqua nettement une silhouette qui semblait le suivre d'un pas pressé. Une peur atroce lui écrasa la poitrine. C'était sûrement le malfaiteur. Après avoir dévalisé la mère, il voulait maintenant attaquer le fils. Pris de panique, le garçon se mit à courir. Voyant que l'homme était toujours sur ses talons, il se lança au galop à travers les rues. « Je ne pourrai jamais courir plus vite que lui, » se disait-il. « Mais dans les traboules, je pourrais peut-être le semer. » Poussant un portail, il s'engouffra dans un couloir. À toute allure, il traversa une cour, franchit un second couloir et déboucha dans une autre rue. Aussitôt, il enfila une nouvelle traboule qui l'emmena dans la rue suivante. « Ça m'étonnerait qu'il ait pu me suivre, » pensa Martin en s'arrêtant quelques instants pour souffler. Néanmoins, il reprit sa course. Traversant une autre rue, il franchit à nouveau un portail et un nouveau couloir. Mais un doute le prit. Il ne reconnaissait pas les lieux. Il comprit qu'il s'était trompé de porte. Il était dans un cul-de-sac. « Ça fait trop longtemps que je ne suis pas venu par ici, songea-t-il. » Il fit demi-tour pour repartir en sens inverse, mais là, devant lui, le visage dissimulé par le capuchon de son manteau, l'homme en noir barrait le passage. Martin était paralysé par la peur. Il s'était piégé lui-même. S'il était resté au milieu de la foule, l'homme n'aurait rien pu faire, alors que là, dans cet endroit désert, plus rien ne pouvait le protéger. « Là, tu es fait comme un rat. Les traboules, ça vous joue des tours. » La peur de Martin s'envola d'un coup.
Cette voix qu'il venait d'entendre, c'était la voix d'une... Une fille, oui, s'exclama la demoiselle en relevant le capuchon qui lui cachait le visage. Tu as l'air surpris, ajouta-t-elle en s'asseyant sur une marche de la pierre rongée par la végétation. Je m'appelle Bastienne. Tu m'as bien fait courir, dis donc. Ce n'était pas vraiment la peine, je n'allais pas te manger. Martin restait silencieux. C'est ta mère qu'on a dévalisée hier soir, pas vrai? Comment est-ce que... Tu sais quelque chose? Laissa échapper Martin. Non, mais je connais quelqu'un qui pourra peut-être t'aider. C'est pour te le dire que je t'ai poursuivi. Elle ajouta, rejoins-moi ce soir, 16 rue Port du Temple, vers 7 heures. Elle se releva, rabaissa son capuchon sur le visage, quitta la cour d'un pas vif. Après son départ, Martin resta assis plusieurs minutes pour reprendre ses esprits. Tout en rejoignant la rue, Martin continuait à réfléchir. Il ne savait rien de cette fille. Et si c'était un piège? D'un autre côté, si elle avait voulu lui faire du mal, elle aurait agi dans cette cour déserte à l'abri de regards. Un autre problème préoccupait le garçon. S'il allait au rendez-vous, ses parents risquaient de s'inquiéter en ne voyant pas rentrer leur fils. « Mais si je retrouve le velours, ils ne pourront pas m'en vouloir, » se dit-il. De toute façon, il n'avait plus le temps de faire un aller-retour chez lui avant l'heure fixée. Il tourna encore un peu dans le quartier Saint-Jean, alla rechercher sa navette réparée chez le père Eustache, puis retraversa la Saône en direction de la rue Port du Temple. La rue Port du Temple était située sur la presqu'île, le quartier de Lyon construit entre la Saône et le Rhône. Bien en avance sur l'heure du rendez-vous, Martin se présenta au numéro 16. Quelle ne fut pas sa surprise de voir au-dessus de la porte d'entrée une enseigne sur laquelle était écrit « Café Condamin, théâtre de Guignol ». Il doit y avoir une erreur, pensa le jeune garçon. J'ai du mal comprendre l'adresse qu'elle m'a donnée. Faute d'une meilleure idée, il poussa la porte et entra dans l'établissement. Un couloir en pente s'enfonçait dans le sol. Puis après un virage et une seconde porte, on débouchait dans une salle. « Trop tôt, on n'est pas encore ouvert !» cria une voix de femme lorsque Martin s'avança. « Laissez Anne, c'est pour moi !» C'était Bastienne, un torchon à la main, qui s'affairait derrière le comptoir. « Tu travailles ici ?» lui demanda Martin. « De temps en temps, quand on a besoin de moi, » répondit-elle. Puis elle ajouta « Viens, je veux te présenter à la personne qui pourra sans doute t'aider. » Bastienne l'emmena dans une petite pièce, cachée derrière les rideaux rouges au fond de la salle. « Victor, voici Martin, le garçon dont je vous ai parlé. » Un homme large d'épaules et souriant se tourna vers le garçon. « Bonsoir, Martin. Sois le bienvenu dans notre théâtre. » Au mur, des dizaines de marionnettes étaient suspendues sur des râteliers. « Étais-tu déjà venu au théâtre de Guignol ?» demanda Victor. « Non, répondit Martin. J'ai vu un spectacle une fois sur la place de la Croix-Rousse, mais j'étais tout petit. » Alors laisse-moi te présenter nos deux comédiens principaux. Tout en parlant, Victor avait enfilé une marionnette sur chacune de ses mains. « Moi c'est Guignol !» fit la première marionnette en s'inclinant devant Martin. « Et moi Niafron !» lança l'autre figurine d'une voix enrouée. Martin laissa échapper un sourire. « Avec l'aide de ces deux gaillards, on va peut-être obtenir des informations sur le vol dont ta mère a été victime, » expliqua Victor. Perplexe, Martin regardait les deux personnages au visage de bois. Comment ces deux bouts de chiffon pourraient-ils lui venir en aide ? « Fais-nous confiance, continua Victor. Avant toute chose, il faut me raconter exactement ce qui s'est passé. » Martin mit une demi-heure à raconter l'histoire en détail. Il parla de son père, de sa mère, du satin qu'il fabriquait sur son métier à tisser. En face de lui, Victor l'écoutait attentivement, posait des questions. « Bon, je crois que j'en sais suffisamment. On va voir ce qu'on peut faire, mais je pense que ça devrait marcher, » fit le marionnettiste avec un large sourire. Martin ne comprenait rien. De plus, son ventre vide l'empêchait de réfléchir. Le voyant lorgner sur un saucisson, Bastienne lui demanda « Tu as mangé ce soir ?»« Non, avoua-t-il. »« Tu aurais pu le dire !» s'exclama-t-elle. « Viens, je vais te donner quelque chose. » Le spectacle était prévu pour 8 heures, et peu à peu le café s'emplissait. En coulisses, les marionnettistes se préparaient.
Aux côtés de Victor, il y avait sa fille, Anne, et le mari de celle-ci, qui s'appelait Laurent. Tous trois préparaient les marionnettes dont ils allaient avoir besoin durant la représentation. Quant à Martin, attablé dans un coin, il dévorait le repas que lui avait préparé Bastienne. Il y avait du saucisson, des pommes de terre chaudes, mais aussi du claqueret, un fromage blanc avec de l'échalote et des fines herbes. Le garçon se régalait. Enfin, à 8 heures précises, devant une salle comble, Victor frappa le plancher de 3 grands coups de gourdin. Le spectacle commençait. Tirant un âne, Guignol parut sur la petite scène. C'est Victor qui le manipulait tandis que Laurent animait la marionnette de l'âne. « Marchand de Picarla! Marchand de Picarla! Arrivons, ganache !» Guignol parlait de façon étrange. Il faisait des fautes de conjugaison et utilisait des mots que seuls les Lyonnais pouvaient comprendre. « Tu te frognes à présent ?» lançait-il à son animal. Se frogner, petite parenthèse, ça veut dire se rouler par terre. Et les picarlas, ce sont des petits morceaux de bois. Voilà. Et pour la petite histoire, le fromage blanc qui a été servi je fais juste un tour rapide, très rapide, après je continue l'histoire. Ce fromage blanc-là, c'est donc de l'échalote, du fromage blanc, des herbes, des fines herbes. Et ça s'appelle du claqueret, ou alors on appelle ça la cervelle de canut. Canut en référence aux ouvriers de la soie à Lyon. C'est vraiment typiquement lyonnais. Et ça, c'est ce qu'on appelle de la rosette. Et c'est un saucisson qu'on ne trouve que dans la région de Lyon. Enfin, maintenant, on en trouve partout grâce au commerce. Mais sinon, c'est là-bas qu'il est fabriqué. Voilà, petite précision. Bientôt, Anne se joignait aux deux hommes pour jouer un personnage féminin. Toujours assis dans son coin, Martin les regardait faire avec émerveillement. Comment diable arrivait-il à animer les figurines tout en plaçant les répliques des personnages ? De l'autre côté des planches, assis sur les tabourets inconfortables et buvant des limonades trop gazeuses, le public suivait l'intrigue en riant. Une fois la première pièce terminée, il y eut quelques minutes d'entracte. Dans la salle, le public était ravi. Il y avait bien sûr des tisseurs de soie, mais aussi beaucoup de mariniers et de dockers venus des ports qui bordaient alors la Saône et le Rhône. Le rideau s'ouvrit. Un individu tournait autour d'une femme qui portait sous le bras un bout d'étoffe pliée. « Dites voir, madame, vous en avez un joli velours sous votre bras !» fit l'homme avec intérêt. Les comédiens improvisaient, ils racontaient le vol du velours, mais d'une manière comique, pour amuser les spectateurs. Parmi ceux-ci, beaucoup ne savaient pas lire. Le théâtre de Guignol leur servait donc de journal. Ils venaient y écouter les nouvelles des 4 coins de la ville. « Laissez-moi tranquille, ce velours est à mon mari !» cria la femme en tentant de s'échapper. Le malfaiteur empoigna un gourdin et frappa la pauvre dame. Il lui arracha le morceau de tissu des mains et disparut vers la coulisse. « Oh voleur !» cria la victime. C'est alors que Guignol arriva. « Faut que je secourasse cette pauvre femme !» La dame pleurait et expliqua qu'elle avait besoin du velours pour vivre. « Il faut retrouver ce malhonnête !» s'exclama Guignol. Et peu à peu, les spectateurs reprirent encore en chœur. « Oui, oui, il faut le retrouver !» Ainsi, à la fin de la pièce, il y avait un brouhaha indescriptible dans la salle. Ça riait, ça criait. En coulisses, Victor avait l'air content. Il n'y avait plus qu'à attendre, répétait-il en embrassant sa fille et en serrant la main de son beau-fils. Martin était silencieux. Comme tout le monde, il avait ri. Mais qu'est-ce que cela changeait ? On n'avait pas récupéré le velours. Discrètement, il quitta le théâtre en se faufilant au milieu du public. Il ne salua personne en partant, pas même Bastienne. Ils se sont bien moqués de moi, pensait-il. Ils ne pensent qu'à amuser le monde. Je fais une pause et je fais une nouvelle vidéo parce que sinon c'est trop long à charger sur YouTube. À tout de suite.